Éric Nolot, bonjour. Karine Maré, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Comment passe-t-on du pamphlet littéraire au pamphlet politique? Ah, ben on suit son tempérament. J'ai un tempérament offensif. Quand je jouais au football, j'étais avant-centre, numéro 9. Donc c'est quelqu'un qui est préoccupé d'efficacité, hein. Il essaie de marquer des buts. Et c'est ce que j'essaie aussi de faire dans mes pamphlets. J'essaie de marquer des buts. Ça correspond à mon tempérament bagarreur. Après, je dois dire que c'est pas des pamphlets qui visent forcément aux grands éclats de voix. Évidemment, il y a un ton un peu agressif, mais c'est toujours factuel. J'ai jamais eu aucun, par exemple, aucune victime de mes pamphlets ne m'a attaqué en justice, ni en justesse d'ailleurs. Tout est juste, tout est absolument prouvé. Donc, je suis un pamphlétaire, certes. Parfois, on me qualifie de polémiste, mais qui reste dans les limites du vérifiable. Voilà. Mais en tout cas, je suis heureux que vous me parliez tout de suite de pamphlets parce que oui, c'est un genre que j'aime beaucoup, qui a une longue tradition française, plutôt de droite que de gauche. Donc, en effet, j'aggrave mon cas. Vous décrivez les dérives d'une certaine gauche prenant leur racine dans sa fascination pour Robespierre. Comment ces dérives ont-elles évolué au fil du temps et comment se traduisent-elles aujourd'hui? Là, cette fascination pour la Révolution, c'est moins pour la période initiale, celle de 1789, que celle de 1793. Donc la violence, la terreur. Et ça a servi de logiciel à toute la gauche française et même la gauche mondiale. Ce sont des gens qui sont fascinés par la violence politique, ils veulent couper des têtes. Euh, c'est des gens qui pensent qu'en fait, qu'il n'y a de bons changements que de changements dans le sang. C'est pour ça qu'ils en veulent d'ailleurs autant à la droite qu'à la social-démocratie. La social-démocratie veut procéder par la réforme. Pour eux, c'est très petit bourgeois. Tout ça est un peu petit bras. Il faut faire couler le sang, que les ennemis de classe périssent, si possible de manière très spectaculaire, avec le peuple qui hurle à mort autour de la guillotine. Alors maintenant, c'est un peu passé de mode, mais vous voyez que, il y a dans l'extrême gauche française, chez la France insoumise, vraiment une attirance pour la violence de rue, par exemple. Si on n'arrive pas à prendre le pouvoir par les urnes, eh bien, on l'obtiendra par la rue. Voilà, donc non, je pense que, euh, par exemple, c'est une tradition qui est assez longue et parfois très troublante. Vous avez la fascination de Jean Genet, qui est une idole de l'extrême gauche, un grand écrivain par ailleurs, c'est pas mon débat, hein, mais Jean Genet qui littéralement bandait pour les Waffen-SS. Je trouvais ça formidable, les Waffen-SS. Donc il y a une fascination homosexuelle dans son cas pour la force brute. Il y avait chez l'extrême gauche française aussi une fascination pour Cesare Battisti, par exemple, qui était quand même un terroriste italien qui avait tué des gens de sang-froid, mais non, il fallait le soutenir. Donc la figure du révolutionnaire, qui est déjà un peu problématique, est devenue, la fascination pour ces révolutionnaires est devenue une fascination pour les délinquants en règle générale. C'est ce qui m'éloigne le plus de ce que je n'appelle pas la gauche, moi, la gauche, hein. Il y a deux. La gauche, c'est pas la même chose que la gauche. La gauche, c'est la gauche qui s'est fourvoyée, qui a tourné le dos à tous ses idéaux et qui a du sang dans la bouche. Et là-bas, voilà. Quel regard portez-vous sur notre époque? Un regard navré. Je vois que tout ce qui me passionne s'éloigne, que la littérature connaît une crise profonde, il y a de moins en moins de lecteurs et même de gens capables de lire, au fond. Je pense que la plupart des auteurs que j'idolâtre ont écrit dans une langue qui sera bientôt étrangère pour une grande partie de la population, à l'exception de ceux qui seront passés à travers, c'est-à-dire qui auront échappé grâce à quelques lycées publics d'excellence qu'il reste, ou grâce à l'école privée, ou grâce au fait que leurs parents peuvent les emmener au théâtre, leur payer des livres ou des précepteurs. Donc je pense qu'on va vers une grande catastrophe civilisationnelle où la culture sera entièrement évincée et sera hors de portée des analphabètes qui passeront leur vie penchés sur leur téléphone portable, voilà, à faire défiler des vidéos sur TikTok ou d'autres sites. Je pense qu'on va vers une fin de civilisation. Selon les jours, ça me navre, et puis d'autres jours, je me résigne et je me dis que, faute de sauver le monde, je vais me sauver moi-même, me réfugier avec mes chats et mes livres dans un souterrain de Paris. Je crois que la littérature est à sa place dans les catacombes. J'aurais voulu qu'elle soit à la portée de tout le monde, ça me fait beaucoup de peine.
pour des gens qui passeront à côté de cette formidable expérience qu'est l'expérience de la littérature, des grands livres, de la langue française magnifiée, portée à son point d'excellence. Tant pis, ils se réjouiront d'autres choses. Ils n'auront jamais accès à ce qui a fait mon bonheur et même ma vie. Mais voilà. Moi, j'essaie de me sauver, de sauver quelques personnes autour de moi, et puis après moi le déluge. Malheureusement, je préfère vous parler franchement. Je pourrais vous dire que je crois que le combat nous éviter cette, euh, pourra nous éviter cette fin très triste, ce crépuscule civilisationnel, mais je ne le crois plus. Voilà. Vous ne croyez plus que la littérature puisse nous sauver? Non, la littérature ne sauvera pas le monde, mais elle sauvera toujours quelques individus. Voilà. Donc, à chacun de créer les conditions de son salut. Et je crois qu'en face, il y a des forces de destruction qui sont trop importantes, qui s'appellent le wokisme, qui s'appellent l'extrême gauchisme, qui s'appellent l'islamisme. Ce sont des ismes qui sont ligués contre notre pays, contre notre civilisation, contre notre littérature, euh, et qui voilà, veulent la détruire pour créer un homme nouveau et un ordre nouveau dans lequel, évidemment, je ne me reconnais pas. Je crois qu'il sera très, très difficile d'y échapper. Nous vivrons comme dans 1984 d'Orwell, une population décérébrée au sein de laquelle se cacheront quelques dissidents qui paieront très cher un jour d'être découverts. C'était mon quart d'heure optimiste. Profitez-en. Mais votre grand amour reste tout de même la littérature. Vous savez, sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, X maintenant, on vous demande de vous définir d'un mot. Moi, j'ai choisi lecteur. C'est ce que j'ai fait au plus clair de ma vie, le plus clair de ma vie, lire sous différents noms d'ailleurs, hein, en tant qu'éditeur, en tant que critique, en tant que lecteur tout court, en tant que traducteur, etc., etc. Mais en tout cas, c'est ce que je fais, c'est ce que je préfère faire, c'est sans doute, même sans doute, l'activité qui me donne le plus de plaisir. Donc, il ne s'agit pas de renier ça. Moi, je ne connais pas d'expérience de bonheur plus pure que de lire un grand livre avec un de mes chats sur les genoux. Donc, je reste fidèle à ça. Ça va me tenir jusqu'à la fin de ma vie. Et je pense que ma vie se justifiera par le fait que j'ai lu. Je n'ai jamais abandonné la lecture. Et d'ailleurs, c'est assez miraculeux parce que j'ai appris à lire très tôt grâce à ma grand-mère. Je devais savoir lire vers 4 ans. Je vais fêter dans quelques jours donc mes 60 ans de lecteur, puisque je vais avoir 64 ans, et je n'ai aucun sentiment de lassitude. J'ouvre un livre inconnu avec le même bonheur qu'auparavant, et je trouve que c'est miraculeux de ne pas se lasser de ce bonheur quotidien. En plus, je pense que toute ma transcendance s'est réfugiée aussi dans les livres. Moi, il y a quelque chose de sacré dans les livres. La page blanche est un espace sacré, un espace de recueillement. D'ailleurs, je lis ça dans le silence, souvent dans la pénombre, avec juste la lumière de la lampe, et quelque chose d'une expérience sacrée. Et quand je lis, par exemple, que quand Proust a eu le prix Goncourt, donc Gallimard et je ne sais plus qui sont allés chez lui pour le lui annoncer, il était, euh, il était, je sais pas, le milieu de l'après-midi, Proust dormait, il leur a donc dit de repasser à un moment plus favorable. Mais où je veux en venir, c'est que le fait qu'à un moment, on pouvait sonner à une porte et se retrouver en présence de Proust, pour moi, est une expérience mystique. C'est une expérience sacrée. Il y en a, ce sera de rencontrer Dieu derrière le deuxième pilier, droite ou gauche, je ne me rappelle jamais, à Notre-Dame, comme c'est le cas pour Claudel. Moi, l'expérience mystique sacrée, c'est de pousser une porte et de se retrouver en présence de Proust, ou d'aller à Meudon, de sonner, c'est Céline qui vous ouvre, ou mon cher Huysmans, d'aller rue de Séguier ou rue de Ségur, je ne me rappelle plus où il habitait, et de me retrouver en présence de mon héros littéraire. Donc en fait, pour moi, la lecture est à la fois une expérience de jouissance très matérielle, j'éprouve une jouissance à lire, et une expérience mystique. Donc non, je n'aurais donc pas vécu en vain. Alors, s'il ne devait rester qu'un seul livre, même si évidemment ce serait épouvantable, vu la richesse de votre bibliothèque et votre amour des livres, mais quel livre emporteriez-vous sur une île déserte? Alors, j'avais posé cette même question à Bernard Pivot qui avait dit un dictionnaire, qui est la réponse la plus intelligente et la plus pertinente, je pense, puisque vous emportez tous les mots, et sur une île déserte, vous risquez de perdre vos mots, donc c'est bien. Alors évidemment, je ne m'en tirerai pas par cette même pirouette, puisque le regretté Pivot, d'ailleurs, auquel j'adresse un salut fraternel d'ici bas vers l'au-delà, je l'aimais beaucoup. Après avoir beaucoup critiqué ces émissions d'apostrophes, maintenant je les regarde sur le site de l'INA comme si j'explorais un paradis perdu. À l'époque, je trouvais ça un peu putassier. Maintenant, je me dis, mon Dieu, si ça pouvait revenir, apostrophe, ce serait vraiment un beau jour.
Oui, la question est difficile parce que on peut répondre de différentes manières. On peut évidemment choisir de prendre le livre le plus gros possible, le livre qu'on a aimé, mais le plus gros possible. Bon, donc évidemment, À la recherche du temps perdu, qui est le chef-d'œuvre qu'on sait, Les hommes de bonne volonté. On peut tricher en estimant que la comédie humaine de Balzac ne constitue qu'un seul livre, bon, etc. Maintenant, même si j'ai passionnément aimé d'autres livres, les plus grands livres que j'ai lus de ma vie, pour moi, bien sûr, hein, ça n'engage que moi, c'est les récits de Colima, Chalamov. Donc, c'est les récits que Chalamov a écrits après être revenu du Goulag. Littérairement, évidemment, c'est un sommet et c'est surtout la preuve que cet homme, après l'expérience qu'il avait connue, le Goulag, pendant des années et des années, n'aurait jamais dû en revenir, ou s'il en était revenu, n'aurait jamais dû redevenir un homme au plein sens du terme. Il aurait dû être brisé, sa personnalité brisée, et pour ne rien dire du fait d'écrire. C'est qu'après cette expérience, normalement, vous êtes brisé à la fois comme humain et comme écrivain. Eh bien, c'est pas ce qui s'est passé. Il a tiré de cette expérience et d'un courage énorme les récits de Colima que je relis, que je n'arrête pas de conseiller autour de moi et qui trouvent des lecteurs à chaque fois. Je trouve des nouveaux lecteurs. Et j'ai mis dans ma bibliothèque, pour vivre sous son regard, une photo de Chalamov, qui est une photo qui a été prise par la police stalinienne la première fois qu'il a été arrêté, donc avant le Goulag. Donc c'est une photo d'identité judiciaire et je vis sous le regard de Chalamov. J'essaie de ne pas trop démériter de lui, de faire preuve de courage, même si je dois affronter des choses bien moins redoutables que lui. Je ne risque que le goulag social par le goulag géographique. Mais voilà, à la fois par l'exemple et par la qualité littéraire, donc je vous répondrai les récits de Colima de Varlam Chalamov. Votre idéal de bonheur terrestre. Un livre entre les mains, une tasse de café dans l'autre. Enfin, donc un livre dans une main, une tasse de café dans l'autre, un chat sur mes genoux. Vos héros ou héroïnes dans la fiction. Mon héros de fiction préféré, c'est Zorro. Double personnalité, une personnalité diurne. Vous savez qu'il est poète, hein, son père le reproche de faire des vers, et puis la nuit, il se tabasse. Moi, c'est un peu comme ça que j'ai conçu ma vie. J'ai une vie diurne assez calme, et puis la nuit, j'écris des pamphlets, je me tabasse. Je suis un peu le Don Diego de la Vega français. Votre devise. Morocco, vaste programme comme disait l'autre. Merci beaucoup, Éric Nolot. Le plaisir fut pour moi.